Bonjour à toutes et à tous. Nous avons étudié, dans la chronique précédente, la décroissance individualiste volontariste. Cette idée, qui rallie tous les adeptes de ces petits gestes personnels, tels des colibris, ces minuscules oiseaux capables d'atteindre des vitesses fulgurantes et même de reculer en volant. Ces adeptes qui, tels des colibris donc, s'agitent un par un, chacun dans leur périmètre particulier, se confortant de l'idée que des milliards de gouttes d'eau peuvent éteindre un incendie. Éteindre l'incendie, eh bien, c'est également ce que voudraient faire d'autres adeptes d'une autre catégorie de décroissants. Nous allons maintenant étudier ceux qui sont habités par la troisième idée simple, la troisième des 5 idées structurantes, possiblement constitutives d'un comportement décroissant. Cette liste de 5 idées simples que nous avons identifiées dans la chronique numéro 27, introductive à cette série sur la décroissance inéluctable. Cette idée simple de la décroissance interprétée comme un moyen permettant de réduire, voire d'annuler, les externalités négatives de la croissance. Alors pour ce faire, nous allons voir quelles dénominations peuvent caractériser ces décroissants, quelle est la typologie de leurs adeptes, quels sont les slogans qu'ils utilisent, quelles sont les actions concrètes qu'ils développent ou qu'il préconise, et enfin, quelle en est la traduction politique ou politicienne selon le cas. Alors, pour ce qui concerne les dénominations, celle qui semble la plus adaptée, c'est celle de décroissance environnementaliste, ou encore décroissance écologiste. Alors attention, nous disons bien écologiste, non pas écologique, car nous verrons plus loin que ces deux adjectifs sont loin d'être synonymes. Autre possible dénomination, la décroissance climatique, plus précisément la décroissance réchauffiste, ou encore assez jolie, la décroissance carbonique. Alors, les adeptes de cette catégorie de décroissance, comme nous l'avons annoncé dans la chronique précédente consacrée à la décroissance individualiste, et il y a un contingent non négligeable, il en est un contingent non négligeable, qui mise sur la mise en œuvre de petits gestes individuels au quotidien, et qui est également adepte de cette décroissance environnementaliste, mais qui cette fois s'adresse au collectif, et par l'intermédiaire d'un groupe de pression, ou plusieurs groupes de pression organisés, pour tenter d'obliger le pouvoir politique à prendre certaines mesures en faveur de l'environnement. Un contingent non négligeable certes, mais ne représentant toutefois pas l'essentiel de la troupe globale de ces décroissants environnementalistes, qui sont essentiellement jeunes, urbains, souvent cadres d'entreprises dynamiques, et peu tentés par le retour à la terre de façon concrète, ou la simplicité volontaire, mais plutôt soucieux de pouvoir continuer à vivre leur vie moderne et urbaine, mais dans un environnement non dégradé par cette même modernité. Alors les slogans utilisés par ces décroissants, la plupart d'entre eux tournent autour de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors aussi quelques-uns en vrac, pris au hasard au sein des multiples manifestations pour le climat. Alors nous avons par exemple, en termes de slogan, The snow must go on. Slogan sans doute conçu par des amateurs de sports d'hiver inquiets. Autre slogan, la terre c'est comme la bière, plus c'est chaud, moins c'est bon. Slogan sans doute conçu par les buveurs de bière
et ces nouveaux impérialistes des terrasses de café, mais également peut-être par ceux qui oublient que la révolution néolithique, c'est-à-dire celle qui a produit le monde d'aujourd'hui, n'a été rendue possible que par un réchauffement climatique. Autre slogan, Make the world greater again. Sans doute, slogan conçu par les fans de la gentille petite Greta Thunberg. Autre slogan, je suis sûr que les dinosaures pensaient qu'ils avaient le temps aussi. Slogan sans doute conçu par ceux qui ignorent manifestement que les dinosaures ont vécu paisiblement 160 millions d'années et que leur extinction n'est pas due à leur activité, contrairement à l'activité humaine, ici mise en accusation. Autre slogan, fuck le réchauffement climatique. Fuck le réchauffement climatique. Slogan sans doute conçu par ceux qui sont mal polis. Autre slogan, la planète est plus chaude que mon copain. Slogan conçu par toutes celles qui se sentent probablement délaissées. Autre slogan, rejoignez le côté vert de la force, sans doute par les admirateurs inconditionnels du grand cinéaste d'art et d'essai qu'est Georges Lucas. Autre exemple et dernier exemple de ce florilège, arrêtez de niquer nos mères, sans doute conçu par les copains-copines de Joey Starr. Bref, ce florilège parle de lui-même et donne une idée saisissante du niveau des revendications et accessoirement du niveau de réflexion de cette mouvance environnementaliste. Au niveau des actions concrètes, à l'instar de notre président M. Emmanuel Macron, ces décroissants environnementalistes sont de grands marcheurs. Ainsi, leur principale activité consiste à marcher, aussi souvent que possible, pour le climat, en scandant des slogans, nous en avons listé quelques-uns, appelant les gouvernants à prendre leurs responsabilités, ce qui signifie en termes clairs à accélérer la transition écologique, dont l'objectif essentiel de cette transition, c'est de faire diminuer les émissions de gaz carboniques dans l'atmosphère. Cette activité consiste donc à marcher pour le climat, mais nous pouvons également observer qu'elle se réduit à marcher pour le climat, car nous chercherions vainement la dénonciation d'autres externalités négatives de la croissance dans les actions concrètes de ces décroissants. Ces décroissants du CO2 dénoncent-ils la toxicité des aliments produits par l'agriculture industrielle, aliments qui sont en train de dégrader irrémédiablement la santé humaine? La réponse est non. Ces décroissants carboniques dénoncent-ils la stérilisation prochaine des terres arables qui va rendre la production alimentaire quantitativement insuffisante pour nourrir 10 milliards d'êtres humains? La réponse est non. Ils n'en parlent jamais. Cette survenue, pour autant inéluctable, ne semble pas les inquiéter du moins du monde. Le moins du monde. Ces décroissants climatiques dénoncent-ils les dangers fatals de l'industrie nucléaire, génératrice potentielle de la pollution la plus grave pour l'espèce humaine? Pas du tout. Et d'ailleurs, pour la simple et bonne raison qu'ils y sont globalement favorables à cette industrie nucléaire, au prétexte ou à la raison qu'elle ne dégage pas de CO2. À propos du CO2 d'ailleurs, ces décroissants environnementalistes font-ils en sorte de rétablir la vérité dans l'esprit du grand public soumis à une certaine propagande ambiguë, assimilant le gaz carbonique à un polluant? À un polluant, c'est-à-dire à une émanation toxique? Précise-t-il bien que le CO2 est un gaz essentiel à la vie humaine et végétale? Font-ils en sorte de bien préciser encore que le problème avec le CO2, c'est son excès, la couche supérieure de l'atmosphère, qui contribue à augmenter l'effet de serre et donc à générer un réchauffement de la surface terrestre?
et ça n'est pas son effet soi-disant polluant? Font-ils cela? Eh bien la réponse est non. Bien au contraire. Bien au contraire, ils profitent largement de cette confusion pour englober, sans broncher le gaz carbonique, source de vie sur Terre, source de la vie sur Terre, de l'englober dans la rubrique générale de la grande pollution, nous laissant ainsi douter très fortement de leur honnêteté intellectuelle. Ces infatigables marcheurs dénoncent-ils l'emprise de l'industrie pharmaceutique qui a confiné l'essentiel des populations développées de la planète dans une totale dépendance médicamenteuse sans laquelle l'indice d'espérance de vie s'effondrerait probablement et sans doute beaucoup plus rapidement que par le réchauffement climatique? Font-ils cela? Non, jamais. Ce péril sanitaire ne les inquiète pas le moins du monde. Seul le péril climatique les préoccupe. Enfin, et pour être complet, il faut signaler que les dérisoires actions qu'ils entreprennent auprès des divers tribunaux, actions à l'encontre des gouvernements de différents pays afin de justifier de leur action climatique, dérisoires, nous disons dérisoires parce qu'il est bien évident que les instances qu'ils saisissent ne sont que des instances purs produits du système, et que, hormis une neutralité de façade, la connivence de ces pseudo-tribunaux par ailleurs sans aucun pouvoir coercitif, leur connivence avec le système politique attaqué, n'est pas douteuse. Mais au fond, ces actions sont-elles réellement dérisoires? Cet adjectif de dérisoire convient-il réellement pour qualifier ces plaintes en justice déposées par les décroissants climatiques? Parce que dire que ces actions sont dérisoires, ce qui est un constat objectif quant à leur impact réel, dire qu'elles sont dérisoires, ça présupposerait par ailleurs que leurs auteurs seraient de bonne foi, et que naïvement, par inexpérience politique, ou par défaut de jeunesse, voire par infantilisme, ils ne se rendraient pas compte de cette connivence de fond dont nous venons de parler, qui existe, que nous venons de dénoncer, qui existe entre toutes ces instances représentatives de la société capitaliste croissanciste. Si c'était bien le cas, alors, il est vrai que nous leur pardonnerions volontiers d'avoir entrepris ces actions dérisoires, le temps qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de leur erreur et le temps que l'élan de leurs illusions retombe de lui-même. Mais peut-être y a-t-il un autre fondement à ces actions, une autre raison qui, du coup, ne les ferait plus apparaître comme péchant par simple excès de naïveté, mais qui les ferait apparaître comme des activistes politiques fondant leurs actions uniquement sur le retentissement médiatique qu'elles sont susceptibles de générer dans les médias mainstream. Alors, voyons un petit peu la réalité des choses. Concrètement, factuellement, le Conseil d'État, par exemple, chargé en novembre 2020, Conseil d'État français, d'instruire une plainte contre l'État pour inaction climatique, a enjoint le gouvernement à justifier que la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à laquelle il s'était engagé à l'horizon de 2030 pourra bien être respectée. C'est-à-dire qu'il a simplement agité son petit doigt en direction du gouvernement français. Pas plus. Autre exemple. Le tribunal administratif de Paris, chargé d'instruire en février 2021 une plainte similaire, une plainte de la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace, Oxfam et de l'association Notre Affaire à tous. Tous ces organismes réunis sous la bannière l'affaire du siècle. Eh bien, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser 1 euro symbolique à ces 4 associations
en réparation du préjudice moral pour ne pas avoir tenu ses engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre par le passé. Mais qui est le Conseil d'État? Qui est le tribunal administratif? Eh bien, le Conseil d'État, comme son nom l'indique, c'est un corps d'État dont le président est le Premier ministre, le vice-président, c'est un fonctionnaire énarque, et tous les autres membres du Conseil d'État sont des salariés de l'État. Et le tribunal administratif, qui est-il? Eh bien, les juges du tribunal administratif relèvent du statut général de la fonction publique. Leur recrutement est assuré par l'École nationale d'administration et les nominations sont prononcées par décret du président de la République. Donc des énarques. Autant dire que dans le cas du tribunal administratif, aussi bien que dans le cas du Conseil d'État, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'État qui se contrôle lui-même et qui se juge lui-même, et que ces pseudo-procès ne sont que des farces grossières dont le seul objectif est de donner le change vis-à-vis du grand public en fournissant un alibi démocratique de façade, de simple façade. Or, pouvons-nous raisonnablement penser que tous ces décroissants climatiques, marcheurs infatigables, soient ignorants de cette connivence? Pouvons-nous raisonnablement penser que des gens comme Nicolas Hulot, Cécile Duflot, patronne d'Oxfam, soient naïfs au point de penser qu'un salarié puisse juger et punir celui de qui il perçoit son revenu d'existence? Eh bien, il est évident qu'en dehors d'un véritable tribunal populaire composé des citoyens désignés aléatoirement au sort, par exemple, et disposant d'un réel pouvoir coercitif sur l'État, aucune instance ne peut être investie de la légitimité nécessaire à ce type d'action. Et les décroissants climatiques, qui ne sont pas des imbéciles, le savent pertinemment. Ces actions dérisoires, autant qu'illusoires, ne sont donc finalement là uniquement tournées vers un objectif de visibilité politique. Ce qui nous amène à notre prochain critère classificateur, celui de la traduction politique de cette idée de décroissance environnementaliste. Cette traduction politique, eh bien, les décroissants environnementalistes, nous avons suggéré tout à l'heure de les nommer les décroissants écologistes, nous approchons de la politique, qui sont censés dénoncer toutes les externalités négatives de la croissance, et dont nous avons vu que le réchauffement climatique était en réalité leur principal, voire leur seul cheval de bataille. Eh bien, ces décroissants écologistes sont les champions de la transition. La transition. Ce mot magique de transition, à l'instar du mot magique de décroissance utilisé par les décroissants individualistes que nous avons étudié dans la chronique précédente, ce mot magique de transition, il soulève néanmoins un certain nombre d'interrogations. Première interrogation, transition d'où vers où? On peut supposer transition naturellement d'une société qui produit du réchauffement climatique vers une société qui n'en produit plus. Cet objectif semble assez clair. Alors, passons à la deuxième interrogation. Transition de quoi vers quoi? Ce qui nous amène à la question, qu'est-ce qui produit le réchauffement climatique? Alors, la réponse des décroissants écologistes à cette question, c'est le réchauffement climatique est produit par les hydrocarbures, ou les ressources fossiles, si l'on préfère. C'est-à-dire, ce sont des ressources énergétiques qui constituent actuellement, ce sont les ressources énergétiques qui constituent actuellement 85% de l'énergie mondiale.
15% restants étant produits par autre chose, mais néanmoins avec, ne l'oubliez pas, l'apport du fossile pour l'édification et la maintenance des infrastructures de ces 15% restants. Bref, il s'agit donc, semble-t-il, d'une façon évidente, de mettre en œuvre une transition énergétique, c'est-à-dire une transition qui nous ferait passer d'une énergie produite à partir des hydrocarbures, qui nous ferait passer à une énergie produite sans hydrocarbures. Jusque-là encore, tout va bien. Mais une question subsidiaire surgit alors immédiatement. Une transition énergétique, d'accord, mais en conservant le même niveau de production ou en le diminuant? C'est-à-dire en termes clairs, en mode développement durable ou en mode décroissance? Et c'est là que les choses commencent à se compliquer singulièrement. Parce que décroissance des hydrocarbures signifie-t-elle décroissance du PIB? C'est-à-dire décroissance des biens et des services produits par la société, par une société qui serait devenue climato-compatible? Ou bien décroissance des hydrocarbures signifie-t-elle simplement ouverture vers un monde climatiquement meilleur, mais avec sensiblement le même niveau de fourniture de biens et services, c'est-à-dire un PIB constant ou quasi constant, grâce à l'utilisation d'énergies nouvelles, non polluantes et non réchauffantes pour l'atmosphère? Alors, quelle réponse à cette importantissime question apportent tous ces décroissants marcheurs infatigables? Cette question, en réalité, elle fait partie des objections pénibles, ou des questions pénibles dont nous avons déjà parlé à propos des décroissants individualistes volontaristes, et qui constituent les zones d'ombre les plus signifiantes de ces mouvances. Car c'est une question, cette question, à laquelle ils évitent tout simplement de répondre. Dans la réalité, et mis à part un discours de façade écologiquement correct confirmant la nécessité de réduire un petit peu la voilure de la production économique, de la réduire, mais dans certains secteurs seulement et pas dans d'autres secteurs qui pourraient au contraire continuer à progresser, lesquels nous ne savons pas. Bref, hormis un discours, la plupart du temps amphigourique, eh bien, en fait et au final, ils apparaissent comme les meilleurs promoteurs du grand objectif consensuel dont tout le monde rêve. Cet objectif, il s'appelle développement durable sans externalités négatives. Développement durable sans externalités négatives. Du coup, le concept de transition énergétique, concept qui relève d'une science dure, la physique, induit une équation se révélant pas facile à résoudre. Objection pénible. Ce concept, science dure, objection pénible, va céder la place à un concept plus facile à promouvoir parce que procédant lui d'une science molle, l'écologie. Et ce concept, il va s'appeler la transition écologique et pas transition énergétique. Concept avec lequel on peut dire ou faire dire à peu près tout et n'importe quoi. Et voilà, ainsi le tour est joué, car avec le terme de transition écologique, plus de démonstrations mathématiques à fournir, donc plus d'objections pénibles, CQFD, le tour est joué. Bien plus. Les gouvernants eux-mêmes, qui sont par ailleurs les représentants patentés de ceux que nous pouvons dénommer les adorateurs, les zélateurs de la croissance, les gouvernants eux-mêmes adhèrent pleinement de leur côté à cette transition écologique dont ils ont même fait un ministère. Le ministère de la transition écologique. Ministère qui remplace, d'ailleurs, depuis 2011, le ministère de l'écologie, tout court. Écologie devient transition écologique. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'écologie? Sur le papier, nous l'avons dit, c'est une science
étudiant les lieux et conditions d'existence des êtres vivants et les rapports qu'ils établissent avec leur environnement, et dont les praticiens de cette science s'appellent des écologues. À titre de comparaison, nous pouvons citer par exemple la physique, qui est une science étudiant et tentant d'expliquer les phénomènes naturels de l'univers et dont les praticiens sont les physiciens. Donc un ministère de l'écologie, ça pourrait être comparé, pourquoi pas, à un ministère de la physique, voire un ministère de la chimie ou un ministère des mathématiques. C'est ainsi que les écologistes seraient les acteurs politiques de la science écologique, distincts des écologues, qui eux resteraient les praticiens de la science, tout comme des physicists ou des chimicistes ou des mathématicistes seraient les acteurs politiques des sciences physiques, chimiques ou mathématiques, dont les praticiens resteraient des physiciens, des chimistes et des mathématiciens. Alors nous pouvons naturellement nous interroger sur le bien fondé de l'intrusion de la politique dans la science, et même nous en inquiéter de cette intrusion au regard des sombres et sinistres stigmates du passé historique. Dans la réalité, ce ministère, à vocation scientifique, n'en finit pas de changer de nom. Entre 1971 et 2007, ça s'appelait le ministère de l'Environnement. À partir de 2007 jusqu'en 2017, c'est devenu le ministère de l'écologie et du développement durable. Et depuis 2017, il s'appelle le ministère de la transition écologique et solidaire. Mais de toutes ces dénominations successives, appelées sans doute à évoluer encore, seule la dénomination initiale, ministère de l'Environnement, seule cette dénomination énonce un objectif clairement défini, la protection de l'environnement. Toutes les dénominations suivantes n'ont fait qu'obscurcir le propos par l'adjonction de locutions ronflantes, polysémiques, mais en tout cas jamais définies clairement, telles écologie, transition écologique, transition solidaire. La dernière en date, transition écologique, étant tout simplement absurde, comme nous venons de le démontrer. Absurde certes, mais rentable. Rentable puisque nous savons que dans notre système capitaliste actuel, bien peu d'actions humaines sont entreprises qui ne soient pas susceptibles de générer un profit financier. Pas en tout cas celle de créer un ministère dit de la transition écologique, ministère ad hoc, destiné principalement à favoriser de juteux profits pour les industries vertes dont les écologistes politiques sont par ailleurs les co-auteurs et les meilleurs VRP dans cette affaire de climat. Devenue la seule ligne de mire de l'écologie officielle, capitaliste croissanciste et parti vert, ou parti abusivement dénommé écologiste, tous ces gens marchent main dans la main au niveau des états-majors. De la même façon que les adorateurs de la croissance et les infatigables marcheurs climatiques se confondent au niveau des individus de base. Auréolés de la vertu supposée indiscutable de la science climatologique, les écologistes politiques sont donc devenus de fervents adorateurs de la croissance par le truchement d'une simple requalification de la croissance tout court, devenue peu fréquentable, cette qualification, par une requalification en croissance verte. Et ils ont pu ainsi se délivrer à moindre frais de leur angoisse existentielle. Ce merveilleux concept de croissance verte a même supplanté celui de développement durable. Après que ces zélateurs se soient rendus compte qu'ils présentaient le double avantage de receler en son sein le mot croissance, premier avantage, mais également, deuxième avantage, il était porteur de réconciliation sociale
entre deux catégories de citoyens, somme toute assez similaires, qui auraient pu éviter l'affrontement fâcheux, si elles avaient compris, ces deux catégories, si elles avaient compris plutôt qu'un intérêt financier bien partagé vaut mieux qu'une différence ou divergence idéologique stérile. Et au niveau opérationnel, la grande trouvaille de la transition écologique permet le développement d'un capitalisme bis dont l'argumentaire commercial est fondé sur un discours environnemental ou environnementaliste, dont la vocation à ce discours, c'est d'être incontestable. Plus encore que d'être incontestable, ce discours postule à la reconnaissance d'intérêt général et même, pourquoi pas, à la criminalisation de sa contestation. Cette pénalisation avait d'ailleurs été envisagée en son temps par l'ex-ministre de l'écologie, Madame Cécile Duflot, qui pantoufle actuellement chez l'ONG Oxfam. Ainsi, le colossal business de la transition écologique permet d'alimenter la croissance du PIB au nez et à la barbe des bioéconomistes, dont je fais partie, qui y opposent en vain et dans le désert médiatique les effets inéluctables des lois de la thermodynamique et de l'entropie. Les écolos traditionnels ne se sont donc jamais aussi bien portés financièrement, que ce soit François de Rugy, ex-président de l'Assemblée nationale, ou Nicolas Hulot, ministre intermittent mais millionnaire permanent, 7 200 000 euros déclarés en 2017. Bref, la transition écologique, c'est encore plus de croissance, et surtout pour ces écologistes-là. Un événement social est récemment venu souligner encore un peu plus la collusion, de fait, entre les capitalistes croissancistes et les écologistes politiques. La collusion, de fait, entre les capitalistes croissancistes et les écologistes politiques. C'est la crise des Gilets jaunes de novembre 2018. Ce mouvement populaire et spontané, mouvement amorcé en dehors de tout encadrement politicien, témoigne du profond malaise des catégories à faible revenu face à la dégradation permanente de leur pouvoir d'achat dans la société croissanciste. Et l'une des caractéristiques les plus symptomatiques de ce phénomène, c'est que ces citoyens, à qui l'oligarchie gouvernante a vendu la croissance depuis des dizaines d'années en tant que remède et solution à leur paupérisation, ne croient plus aujourd'hui en la vertu de cet outil, la croissance, dont ils ont pu constater concrètement l'inefficacité à leur fournir un revenu décent, contrairement aux promesses. Ces citoyens, largement déçus par la théorie du ruissellement qui explique sans rire que l'enrichissement des riches favorise celui des pauvres. L'enrichissement des riches favorise l'enrichissement des pauvres. Telles des retombées radioactives autour du cœur d'un réacteur nucléaire, irradiant tout sur leur passage, les gilets jaunes ont, bien au contraire, le sentiment que plus il y a de croissance et de technologie, plus ils perdent de pouvoir d'achat. Alors, vous allez certainement me demander, mais quel rapport avec les écologistes politiques? Alors j'y viens, écoutez bien. Il se trouve que parallèlement aux actions hebdomadaires des gilets jaunes à faible revenu se déroulaient, et se déroulent encore, les sempiternelles marches pour le climat des bourgeois bohèmes écologistes bien nourris. Et il se trouve par ailleurs que l'une des causes de la révolte des gilets jaunes à bas revenus, ça a été l'augmentation de la taxe étatique sur l'essence. Or, cette taxe renchérit très sensiblement le prix du
carburant nécessaire pour que les gilets jaunes à bas revenus, poussés hors des centres-villes par la spéculation immobilière, des bourgeois bohèmes, écologistes bien nourris, qui marchent souvent pour le climat, nécessaire, ce carburant, pour qu'ils puissent se rendre, les gilets jaunes à bas revenus, à leur travail, en automobile, moyen de déplacement auquel ils sont par ailleurs contraints à cause du refus d'instaurer des transports en commun périurbains, refus par les édiles bourgeois riches des localités concernées, parfois d'ailleurs également bourgeois bohèmes écologistes bien nourris. Par surcroît, il convient de préciser que cette fameuse TICPE, taxe intérieure, consommation sur les produits énergétiques, source de la révolte des gilets jaunes bas revenus, eh bien, c'est précisément la taxe fétiche des bourgeois bohèmes écologistes bien nourris croissancistes. In tax we trust, slogan de messieurs Jean Covici, Alain Grandjean, Nicolas Hulot, répété dans chacun de leurs livres. Qui ont découvert, ces messieurs, écologistes, environnementalistes, qui ont découvert le filon magique du financement de leur capitalisme vert, financement via les ponctions fiscales sur précisément les gilets jaunes bas revenus. Ainsi, cette taxe, source de la révolte populaire, cette taxe, c'est en réalité le mode d'approvisionnement privilégié pour le besoin en fournement de nos capitalistes verts. Alors, cette petite fable, qui en réalité n'en est pas une, vous l'avez bien compris. Cette petite fable, elle démontre que les écologistes politiques dans cette affaire sont clairement les alliés du grand capital, pour ce qui est en tout cas de s'enrichir sur le dos du peuple. Et je terminerai ce panorama en vous livrant l'extrait d'un texte signé de messieurs Vincent Chenet et Bruno Clémentin, qui sont les patrons du journal La Décroissance. Ce texte, le voici. Les véritables écologistes, alors bon, comprenez qui vous voulez, hein. Les véritables écologistes se trouvent engagés non pas seulement à s'affronter au système productiviste, mais d'abord à dénoncer ceux qui prétendent parler en leur nom dans l'espace médiatique et qui ne sont en fait que les agents les plus spécieux du système. Comprenez, élevé. Mais dans ce que nous pouvons dénommer le marécage de la décroissance, il n'y a pas que de telles idées. Il y a, malheureusement, encore plus grave que les avatars et les travers que nous avons dénoncés et concernant les mouvances des croissances individualistes et des croissances environnementalistes. Il existe malheureusement d'autres idées qui sont encore plus machiavéliques et qui masquent souvent des intentions purement politiciennes, réellement capitalistes, et qui font volontairement, et cette fois à ciel ouvert, le jeu de la croissance. Ce sont ces idées fallacieuses de la décroissance que je vous propose d'étudier mardi prochain, dans la prochaine chronique qui sera intitulée « Les imposteurs de la décroissance ». Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.